Nouvelle session d'information, merci de suivre BSC TV. Les participants en discussion directe se sont retrouvés ce mardi pour traiter de la question du quota dans le gouvernement de transition. Cependant, la veille, les dialogueurs ont trouvé un compromis sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord dont la présidence est confiée à Etienne Tshisekedi. Il s'est bel et bien rendu en Belgique pour raison de santé ce mardi vers 6 h. Etienne Tshisekedi a quitté le pays pendant que sa plateforme est en pleine négociation au centre interdiocésain. Pour sa famille biologique et politique, ce voyage du leader Maximo n'empêche en rien la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Et puis en sport, troisième et dernière journée du groupe C de la CAN Gabon 2017, ce mardi 24 janvier à Port-Gentil. La Côte d'Ivoire affrontera le Maroc et les Léopards de la RDC seront face aux éperviers du Togo. Les sélectionneurs congolais Florent Ibenge restent confiants pour gagner ce match. Encore 4 autres ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques ont remis au chef de l'État Joseph Kabila Kabange leur lettre de créance ce mardi 24 janvier 2017. Une pratique diplomatique que sont tenus de respecter les accrédités à Kinshasa. Il s'agit ici des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République d'Afrique du Sud, du Royaume de Maroc, de la République populaire et démocratique de la Corée et de l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne. Abek Mzolissi Chilubane de l'Afrique du Sud a été le premier à présenter sa lettre de créance au président de la République. Il a débuté sa carrière comme militaire dans l'armée sud-africaine. Il a par la suite entraîné l'infanterie, mais aussi les forces spéciales angolaises. Ensuite, chef d'état-major chargé de la logistique toujours en Angola, dans le cadre de forces d'intégration de la SADC. Au regard de son curriculum vitae, c'est une première accréditation comme ambassadeur. Rachid Agassin du Royaume de Maroc est lui, depuis octobre 2016, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi en RDC. Il a débuté sa carrière au Maroc comme premier secrétaire, direction presse et information au ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Rabat. Il a été chargé d'affaires en Afrique du Sud, consul général au Royaume-Uni et chef de mission adjoint en Suède et en Turquie. Kim Myong-sik de la Corée a lui été premier secrétaire de la délégation générale de son pays en France, fonctionnaire du département d'Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine au ministère coréen des Affaires étrangères. Il parle couramment français. Le dernier a déposé sa lettre de créance au chef de l'État congolais. C'est le chef de la délégation de l'Union européenne, Bart Ouvry. Celui-ci a rejoint le 1er novembre 1986 le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles. Étant diplomate belge, il a été en charge successivement des plusieurs responsabilités, notamment en 1888, il était premier secrétaire de l'ambassade de Belgique au Koweït. En 1998, directeur adjoint pour l'intégration européenne au ministère des Affaires étrangères à Bruxelles. En 2008, il est devenu porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de 2014 à ce jour, il est directeur de droits de l'homme et démocratie au ministère des Affaires étrangères belge. Ces 4 diplomates vont désormais engager leur pays et organisation auprès de la République démocratique du Congo. Les travaux du dialogue inclusif, organisés sous les bons offices des évêques catholiques, se poursuivent ce mardi 24 janvier. Les discussions sur l'application de l'accord vont se poursuivre au sujet de la commission gouvernance. Il s'agira donc pour les parties prenantes de trouver un consensus sur la répartition de quotas au gouvernement qui devra s'occuper de la gestion du pays jusqu'à l'organisation prochaine des élections et le mode de désignation du Premier ministre. En ce qui concerne le poste de Premier ministre, les divergences résident encore car pour le pouvoir, le rassemblement devrait présenter une liste de 5 personnes. Cette liste sera ensuite soumise au président de la République qui va désigner le Premier ministre. Une proposition qui ne partage pas les rassemblements, qui estime qu'au terme de l'accord du 31 décembre, le président de la République n'a pas à choisir. Il devrait plutôt nommer la personne désignée par l'opposition réunie au sein du rassemblement. Qu'à cela ne tienne, des avancées sont notées dans ces discussions. Hier lundi 23 janvier, un compromis sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord a été trouvé. Le CNSA sera composé au total de 28 sièges au niveau de la plénière qui seront répartis de la manière suivante. 9 pour la majorité présidentielle, 6 pour le rassemblement, 4 pour l'opposition politique signateur de l'accord de la Cité de l'Union africaine, 4 pour le Front pour le respect de la Constitution, 2 pour l'opposition républicaine et 3 pour la société civile. La présidence du CNSA est accordée à Etienne Tshisekedi, qui sera assisté par 3 vice-présidents qui auront chacun des attributions bien précises.
Le poste de rapporteur est confié à la société civile, signateur de l'accord du 18 octobre, et celui des questeurs reviendra au rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Selon les explications de Florentin Mukonda Bonza, participant en discussion pour le compte de l'opposition républicaine, le président et les vice-présidents formeront un présidium. Chaque vice-président aura des attributions bien précises. Si les présidents s'absentaient, les 3 vice-présidents vont signer de manière collégiale. Notons que la Sanco offre ses locaux situés à l'immeuble Reine de la Paix pour abriter provisoirement le bureau du Conseil national de suivi de l'accord. Selon les porte-parole de la Sanco, l'abbé Donatien Cholet, les travaux du centre interdiocésain devront prendre fin le 28 janvier prochain. Après la signature de l'accord du 31 décembre au centre interdiocésain, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo fait appel à la classe politique qui prend part aux discussions directes de ne pas abuser à la patience et à la bonne foi de l'Église catholique et du peuple congolais. Pour Vincent de Paul Kekoba, cité par la radio Okapi, les retards dans la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre ne peut être compris que comme une moquerie à l'endroit de l'Église et du peuple congolais. La classe politique s'emploie à rendre la tâche difficile aux évêques, membres de la SENCO. Pour le laïc catholique, les politiciens privilégient leurs propres intérêts. De ces faits, ils demandent aux populations congolaises de s'impliquer dans la lutte pour se libérer de la force du mal. Notez que, depuis la signature de l'accord du 31 décembre entre le signataire et le non-signataire de l'accord du 18 octobre, ces 2 parties débattent des conditions d'application de ces compromis politiques qui a pour objectif principal gérer les pays jusqu'à l'organisation de prochaines élections en vue de l'alternance à la tête du pays. La dynamique de l'opposition se déchire en 2 camps à l'approche du partage des responsabilités au futur gouvernement. Créé en janvier 2015 autour de partis UNC et MLC qui déjà n'en sont plus membres, la dynamique de l'opposition présente aujourd'hui 2 ailes. D'une part, on parle de l'aile Tshisekedi, représentée par Olenga Nkoyi, Ingele Infoto, Kiakwama et Matungulu. D'autre part, l'on trouve l'aile Lubaya, nouvellement transfuge de l'UNC, aujourd'hui UPA originelle, qui tient de réunion au Faden House de Martin Fayulu, président de l'ICD. Cette situation a suscité de part et d'autre de mécontentements qui ne donnent pas accès à une réconciliation entre les 2 ailes de la dynamique face aux enjeux à venir liés au gouvernement de transition. De son côté, l'honorable Lumeyadou Malégui ne casse pas sa déception du gâchis constaté à la dynamique de l'opposition. Il estime par ailleurs qu'il n'y aura plus de réconciliation sauf sur l'implication personnelle de Tshisekedi. Ici est de rappeler que c'est la dynamique de l'opposition qui a inspiré la création de la plateforme Rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement. Annoncé hier lundi, Etienne Tshisekedi a bel et bien quitté Kinshasa tôt ce mardi en destination de Bruxelles pour des raisons médicales. L'opposant de longue date, âgé de 84 ans, a décollé de l'aéroport international de Njili à bord d'un avion privé à 6 heures, heure de Kinshasa, accompagné de son épouse, mais aussi d'une infirmière. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS quitte le pays en pleine négociation politique. Selon Félix Tshisekedi, cité par Top Congo FM, l'absence du leader Maximo ne remet pas en cause l'application de l'accord politique du 31 décembre. Il a précisé que le leader du rassemblement est en parfaite santé, c'est juste un court séjour à Bruxelles pour un check-up médical. Sous le couvert de l'anonymat, un haut cadre de l'UDPS a déclaré sur un média international que la santé d'Etienne Tshisekedi s'est brusquement dégradée. C'est peut-être un aller simple, ce n'est pas à exclure, a souligné ce dirigeant de l'UDPS. Mais pour couper court aux rumeurs, l'UDPS, sans préciser les motifs du voyage, avait publié tard dans la nuit un communiqué affirmant ce voyage d'Etienne Tshisekedi à Bruxelles mardi à 10h. Ce pour un séjour prévu depuis son retour triomphant en juillet 2016, mais reporté à plusieurs reprises suite à la situation politique et enjeux de l'heure dans le pays. Toujours dans le cadre des opérations d'enrôlement des lecteurs, la société civile du territoire de Sankania dans les Hauts-Katanga demande à la CENI de déplacer les centres d'enrôlement qui se trouvent dans la localité de Kabuki à Mokambo. Une demande qui fait suite aux mauvaises conditions de travail des agents de la CENI. Jean Olondo, porte-parole du cadre des concertations de la société civile de Sankania, qui déplore ces conditions, affirme que ces agents de la CENI n'ont ni lit ni couverture et passent la nuit sur des pupitres.
Ils sont voisins aux fourmis, aux cancrelats et plusieurs autres insectes. Ils n'ont pas d'étable pour le personnel qui installe ce matériel sur le sol, a-t-il souligné. Par contre, le chef d'antenne de la CENI n'a pas confirmé toutes ces informations. Il a plutôt indiqué que la ration alimentaire destinée à ses agents a été détournée sans nommer les détourneurs. Deuxième révocation d'Ida Sawyer de Human Rights Watch du territoire congolais le lundi 23 janvier 2017 à Goma. Il est reproché à l'activiste des droits de l'homme d'être entré frauduleusement dans le territoire congolais. Son cas étant spécial, Ida devrait d'abord obtenir une autorisation écrite du directeur général de la Direction générale des migrations DGM avant de solliciter un visa d'entrée en RDC. C'est ainsi que les autorités de la DGM Goma ont annulé son visa obtenu à partir de l'ambassade congolaise en Belgique et l'ont escorté à la frontière avec le Rwanda voisin. Une décision qualifiée de politique par Georges Kapiamba, président de l'ONG ACAJ, qui dit œuvrer pour la justice. D'après lui, Ida Sawyer a obtenu régulièrement son visa en payant tous les frais à l'ambassade congolaise à Bruxelles. L'expulser de nouveau est une décision arbitraire et non fondée. Quant à l'ONG Human Rights Watch, elle estime que cette décision prouve que la décrispation politique n'est pas encore effective en RDC, malgré la signature de l'accord du 31 décembre. Human Rights Watch espère que son activiste sera autorisé à regagner la RDC de nouveau. Du côté gouvernement, le porte-parole et ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, a fait savoir que l'expulsion d'Ida Sawyer n'a rien à voir de politique. C'est un problème professionnel, car Kinshasa n'a jamais renouvelé le visa de la chercheuse de Human Rights Watch depuis sa dernière expulsion. C'est depuis le 13 janvier qu'Ida Sawyer est entrée en RDC avec un visa de 3 mois à entrée multiple qu'elle avait obtenu le 5 janvier 2017 à l'ambassade congolaise de Bruxelles en Belgique. C'est ce mardi 24 janvier au stade du Port-Gentil que les léopards de la RDC vont croiser les éperviers du Togo en match de la 3e et dernière journée du groupe C de la CAN Gabon 2017. L'équipe nationale congolaise a juste besoin d'un match nul pour se qualifier au deuxième tour de cette compétition. Pour Rémi Moulumba, médiateur des léopards, le match contre le Togo se jouera plus sur le plan psychologique que physique. De son côté, le capitaine des éperviers du Togo, Emmanuel Adebayor, a affirmé que rien n'est encore perdu pour lui et ses coéquipiers. Il espère qu'ils vont s'imposer avec 2 buts d'écart et passer au tour suivant de la compétition, ce qui n'est possible que si la Côte d'Ivoire bat le Maroc dans l'autre match du groupe C. Florent Ibenge, sélectionneur de la RDC, a assuré que son équipe ira sur terrain pour gagner les matchs ou à la limite réaliser un score de parité. Face au Togo, le sélectionneur de la RDC sera privé de Magoma, Zakwani et Ikoko, qui ne se sont pas suffisamment remis de leurs blessures contractées lors des précédentes rencontres. Place à présent au rappel de titres. Les participants en discussion directe se sont retrouvés ce mardi pour traiter de la question du quota dans le gouvernement de transition. Cependant, la veille, les dialogueurs ont trouvé un compromis sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord dont la présidence est confiée à Etienne Tshisekedi. Il s'est bel et bien rendu en Belgique pour raison de santé ce mardi vers 6h. Etienne Tshisekedi a quitté le pays pendant que sa plateforme est en pleine négociation au centre interdiocésain. Pour sa famille biologique et politique, ce voyage du leader Maximo n'empêche en rien la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Et puis en sport, 3e et dernière journée du groupe C de la CAN Gabon 2017, ce mardi 24 janvier à Port-Gentil. La Côte d'Ivoire affrontera le Maroc et les léopards de RDC seront face aux éperviers du Togo. Les sélectionneurs congolais Florent Ibenge restent confiants pour gagner ce match. Ce journal est terminé. À notre rendez-vous, c'est pour demain à 19h.
Lecture du voyage d'Etienne Tshisekedi sur les discussions sous le regard de la SANCO et la rencontre de la RDC et le Togo pour le compte de la CAN Gabon 2017 ont intéressé les médias en ligne ce mardi 24 janvier 2017. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Arrangement particulier, Etienne Tshisekedi évacué, le schéma des évêques dévoilé, s'exclame la prospérité. Le journal dévoile Etienne Tshisekedi Wamulumba, quoi qu'ils soient en voie d'être évacués d'urgence à Bruxelles pour des raisons de contrôle médical, pourrait être notifié ce jeudi 26 janvier 2017 pour sa désignation à la tête du Conseil national de suivi de l'accord. Samedi 28 janvier 2017, l'on aura fini avec les travaux axés sur les arrangements particuliers. Au plus tard, à la fin de la première semaine de février 2017, le Premier ministre et son gouvernement de 46 ministres et vice-ministres seront connus. Le calendrier des élections prévues d'ici fin décembre 2017 sera publié le 15 avril 2017. Les institutions d'appui à la démocratie, telles que la CENI et le CESAC, vont quant à elles subir une petite cure de toilettage grâce au vent de la restructuration partielle, écrit la prospérité. Etienne Tshisekedi, évacuation confirmée ce mardi pour Bruxelles, note Forum de Zas. Etienne Tshisekedi a fait près de 2 ans en Belgique pour des raisons médicales. Il est rentré le 27 juillet 2016. C'est au minimum dans l'ordre normal des choses que 6 mois après son retour, il rentre aux soins. Interrogé, son fils Félix Tshisekedi ne dit pas autre chose. Il s'agit d'une simple consultation, a-t-il indiqué. Il devait prendre un peu de vacances après 6 mois de présence ininterrompue, mais cela ne durera pas plus de quelques semaines. Aux yeux de nombreux observateurs, cette évacuation sanitaire ou ce départ pour le check-up, c'est selon, ne sera pas sans conséquence sur les discussions en cours au centre de Cézanne de Kinshasa. D'abord parce que la redistribution des cartes côté rassemblement s'est fait principalement autour de l'UDPS. C'est le chef de ce parti qui est appelé à prendre la présidence du Conseil national de suivi de l'accord. Une structure chargée de s'assurer de l'avancement régulier des préparatifs de l'élection d'ici la fin de 2017. Etienne Tshisekedi, au terme de l'arrangement particulier, devait être notifié sur sa désignation comme président du Conseil national de suivi de l'accord ce jeudi 26 janvier. Ensuite, c'est encore l'UDPS qui va donner le Premier ministre. Et puis cette réflexion de congovirtuel.net qui écrit « La SANCO et les rassemblements à la base des troubles à l'Est ». L'agitation de Sultani Makenga, chef rebelle de l'ex-M23 et d'autres officiers de la même rébellion préoccupe plus d'un analyste politique ou d'un expert de sécurité congolais et de la région de Grand Lac africain. Les analystes disent partir du courroux de ces officiers de l'ex-M23, étant donné que la conférence épiscopale nationale du Congo SANCO ainsi que le rassemblement ont milité et obtenu l'abrogation du mandat d'arrêt international contre Roger Lumbala en inscrivant son nom parmi les 7 cas dits emblématiques qui devaient être déchargés en toute urgence. Ce a la raison brandie de décrisper la situation politique. Le groupe d'officiers au témoignage concordant ne comprend pas pourquoi, tandis que eux et Roger Lumbala étaient dans le même cas, on a seulement cessé de poursuites contre lui. Pour se faire entendre, ils ont choisi la méthode consacrée depuis un certain temps en RDC, la violence ou la guerre. Le site d'information se demande ce que poursuit au fond le dialogue de la SANCO quand il fait le lit de l'impunité en faveur des traîtres récidivistes de la nation. On se demande s'il n'y a pas une complicité entre la SANCO, le rassemblement et les forces négatives dans le giron desquelles Roger Lumbala a eu à évoluer. L'agence congolaise de presse parle, lui, de nouveaux ambassadeurs d'Allemagne, Grèce, d'Égypte et de Suède qui ont présenté leur lettre de créance au président Joseph Kabila. L'agence nationale souligne que Thomas Terstegen, Georges Papacosta, Yousri Mohamed Khalil et Karina Maria Atkinson, nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de la République fédérale d'Allemagne, de Grèce, d'Égypte et de Suède en République démocratique du Congo, ont présenté leur lettre de créance au président Joseph Kabila Kabange au cours d'une brève cérémonie lundi au Palais de la Nation. Une cérémonie à laquelle ont pris part Léonard Cheokitundu, le directeur de cabinet du chef de l'État Némi Mwilanya Wilonja et le conseiller principal du chef de l'État au collège diplomatique Kikaya Bin Karoubi. Terminons par la radio Kapi qui se focalise sur le football et écrit qu'en 2017, on a envie d'aller au 2e tour, dit Florent Ibengue. Les léopards de la RDC croisent les éperviers du Togo mardi 24 janvier au stade du Port-Gentil en match de la 3e et dernière journée du groupe C de la CAN 2017. L'équipe nationale congolaise a juste besoin d'un nul pour se qualifier au 2e tour de cette compétition. Florent Ibengue, sélectionneur de la RDC, assure que son équipe ira sur terrain pour gagner le match ou à la limite
limite faire un match nul. Pour sa part, le capitaine des éperviers du Togo, Emmanuel Adebayor, affirme que rien n'est encore perdu pour lui et ses coéquipiers. Il espère qu'ils vont s'imposer avec 2 buts d'écart et passer au tour suivant de la compétition. Une réalité, c'est que face au Togo, le sélectionneur de la RDC sera privé de 3 joueurs blessés, Magoma, Zakwani et Ikoko. Mais pour Rémi Moulumba, médiateur des Léopards, le match contre le Togo se jouera plus sur le plan psychologique qu'au physique. Cette revue de presse se termine par cette note sportive. Bonne chance aux Léopards et merci à vous de nous avoir prêté votre attention.